En 1903, lors de la démolition de l'ancien presbytère de Saint-Remy en Bourgogne, les ouvriers découvrirent une cache secrète contenant 93 lettres qui révélèrent l'un des scandales les plus effroyables de l'Ancien Régime. Cette correspondance, échangée entre 1738 et 1754, expose comment le père Joachim Roussel, confesseur influent, orchestra avec la famille de Montclerc une machination diabolique. Transformer une nièce de 16 ans en épouse de son propre oncle grâce à une falsification d'identité d'une perversité inouïe. Si cette révélation vous glace déjà le sang, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, car l'histoire que vous allez découvrir sur les Montclerc dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir. Nous sommes en 1738, sous le règne de Louis XV. Dans cette France où l'absolutisme royal cache mal les fractures profondes d'une société en mutation. La Bourgogne, région prospère grâce à ses vignobles prestigieux et ses industries naissantes, abrite une noblesse provinciale soucieuse de maintenir ses privilèges face aux bouleversements économiques de l'époque. Au cœur de cette région, entre Dijon et Beaune, s'étend le domaine de Valmont, propriété séculaire de la famille de Montclerc depuis le XIVe siècle. Cette terre de 4000 arpents, couvrant vignes, forêts et terres arables, génère des revenus considérables qui placent ses propriétaires parmi les plus fortunés de la noblesse bourguignonne. Le château de Valmont, reconstruit au XVIIe siècle sur les fondations d'une forteresse médiévale, dresse ses tours élégantes et ses façades classiques au sommet d'une colline dominant la vallée de la Saône. Cette demeure, symbole du raffinement aristocratique français, dissimule derrière ses murs de pierre blonde des secrets qui empoisonneront 3 générations. Ses salons aux lambris dorés, sa galerie ornée de portraits d'ancêtres illustres, sa bibliothèque riche de manuscrits précieux, tout concourt à créer l'image d'une famille noble, respectée et respectable. Mais cette façade cachera bientôt les crimes les plus abjects. Gaspard-Étienne de Montclerc, comte de Valmont, règne sur ce domaine à l'âge de 42 ans en 1738. Cet homme de haute stature, aux traits aristocratiques marqués et au regard d'un bleu glacial, incarne parfaitement l'autorité seigneuriale de son époque. Veuve depuis 5 ans de Louise-Françoise de Polignac, morte sans lui donner d'héritier mâle, il se consume dans une obsession dynastique qui tournera bientôt au délire criminel. Sa seule consolation réside dans l'affection qu'il porte à sa nièce, Agnès Charlotte de Montclerc, fille de son frère cadet Philippe mort, au service du roi en Flandre. Cette jeune fille de 15 ans, orpheline depuis l'âge de 10 ans et élevée au château sous sa tutelle, représente le dernier espoir de perpétuation de la lignée. Sa beauté éclatante, sa grâce naturelle et surtout sa ressemblance frappante avec les portraits des anciennes comtesses Montclerc éveillent chez Gaspard-Étienne des sentiments qui dépassent largement le cadre de l'affection oncle. Le château abrite également une domesticité nombreuse et dévouée, dirigée par Madame Berthe Moreau, gouvernante de 60 ans, qui sert la famille depuis 4 décennies. Cette femme austère, au visage buriné par les années et aux manières irréprochables, connaît tous les secrets du domaine, mais les garde jalousement par fidélité ancestrale. Monsieur Ambroise Leclerc, intendant de 50 ans, gère les affaires financières et administratives avec une compétence reconnue dans toute la région. La vie du château suit le rythme immuable des saisons viticoles et des obligations sociales. Les vendanges d'automne, les réceptions hivernales, les chasses printanières et les villégiatures estivales ponctuent une existence réglée selon les traditions séculaires. Mais cette apparente sérénité cache des tensions sourdes qui vont bientôt exploser avec une violence inouïe. La paroisse de Saint-Remy en Bourgogne, dont dépend spirituellement le château, est dirigée depuis 20 ans par l'abbé François Durand, homme simple et pieux de 55 ans. Ce prêtre de campagne, formé au séminaire de Dijon, exerce son ministère avec une droiture qui lui vaut le respect unanime de ses paroissiens. Il ignore encore qu'il va devenir malgré lui le témoin impuissant d'une machination qui souillera à jamais sa conscience. C'est dans ce cadre,
apparemment paisible, que va se nouer le drame le plus épouvantable de l'histoire des Montclair, orchestré par un homme dont l'influence néfaste s'étend bien au-delà des limites de cette paisible paroisse bourguignonne. L'hiver 1738 marque l'entrée en scène du personnage le plus sinistre de cette histoire, le père Joachim Roussel, confesseur extraordinaire et homme d'influence occulte dans les cercles ecclésiastiques bourguignons. Cet homme de 53 ans, au physique émacié et au regard perçant, arrive au château de Valmont par une journée de février particulièrement rigoureuse, officiellement pour une visite de courtoisie à son ancien condisciple du séminaire, l'abbé Durand. Joachim Roussel n'est pas un prêtre ordinaire. Formé chez les jésuites avant leur suppression temporaire, il a développé une expertise redoutable dans l'art de la casuistique et des arrangements canoniques complexes. Sa réputation s'étend dans toute la France orientale, où les familles nobles font appel à ses services pour résoudre leurs difficultés spirituelles les plus délicates. Cette réputation, bâtie sur la discrétion absolue et l'efficacité de ses interventions, cache en réalité un réseau de corruption ecclésiastique d'une ampleur considérable. Sa première rencontre avec Gaspard-Étienne de Montclair se déroule dans la bibliothèque du château. Pièce lambrissée où les reliures de cuir et les globes de cristal créent une atmosphère de recueillement studieux. Cette conversation, rapportée dans le journal personnel de l'intendant Leclerc, révèle immédiatement l'intelligence diabolique du confesseur et sa capacité à déceler les obsessions secrètes de ses interlocuteurs. « Monsieur le comte », déclare Roussel avec cette voix feutrée qui caractérise les manipulateurs consommés, j'ai entendu parler de votre situation familiale et des préoccupations légitimes que vous inspire l'avenir de votre maison. Permettez-moi de vous dire que l'Église, dans sa sagesse infinie, a prévu des solutions pour les cas les plus complexes. Il suffit de connaître les textes appropriés et de savoir les interpréter avec l'expertise nécessaire. Cette première approche, d'une habileté consommée, ouvre immédiatement la voie à des confidences plus précises. Gaspard-Étienne, séduit par l'érudition apparente du prêtre et rassuré par sa réputation de discrétion, commence à évoquer ses préoccupations concernant l'avenir dynastique des Montclair. Il confie ses inquiétudes sur l'absence d'héritier direct, ses réticences à contracter un nouveau mariage avec une inconnue, et surtout son attachement particulier pour sa nièce, Agnès Charlotte. « Cet enfant, murmure-t-il avec une émotion mal contenue, porte en elle toute la noblesse de notre lignée. Quand je la vois grandir, quand j'observe sa grâce et sa distinction naturelle, je ne puis m'empêcher de penser qu'elle seule pourrait perpétuer dignement notre race. Mais hélas, les conventions sociales et les lois canoniques s'opposent à ce que dicte la raison dynastique. Cette confidence, d'une ambiguïté calculée, révèle immédiatement à Joachim Roussel la nature exacte des obsessions du comte. Avec la perspicacité du manipulateur professionnel, il comprend que Gaspard-Étienne nourrit des sentiments incestueux envers sa nièce, mais n'ose encore les formuler explicitement. Cette situation, loin de le rebuter, éveille au contraire son intérêt le plus vif, car elle représente exactement le type d'affaires lucratives qui font sa spécialité. « Monsieur le comte, répond-il avec une prudence étudiée, vous touchez là à des questions d'une délicatesse extrême qui requièrent une étude approfondie des textes canoniques et des précédents jurisprudentiels. Si vous souhaitez explorer ces possibilités théoriques, il conviendrait d'approfondir cette réflexion dans un cadre plus confidentiel et mieux documenté. » Cette réponse, volontairement évasive mais néanmoins encourageante, ouvre la voie à une collaboration criminelle qui se développera sur plusieurs années. Joachim Roussel prend congé du château après 3 jours de séjour, emportant avec lui la certitude d'avoir trouvé un client à la fois fortuné et désespéré, combinaison idéale pour ses entreprises les plus lucratives. Durant les semaines qui suivent cette visite, Gaspard-Étienne développe une obsession croissante pour sa nièce qui ne passe pas inaperçue de la domesticité attentive. Agnès Charlotte, jeune fille de 16 ans désormais, possède cette beauté à la fois pure et troublante qui caractérise l'adolescence aristocratique. Ses cheveux châtains, aux reflets dorés, ses yeux verts pailletés d'or et son teint de porcelaine
rappellent irrésistiblement les portraits des anciennes comtesses qui ornent la galerie familiale. Cette ressemblance, loin d'être fortuite, alimente les fantasmes dynastiques de Gaspard Étienne qui y voit un signe du destin. Il commence à développer envers sa nièce une attention particulière qui intrigue puis inquiète progressivement l'entourage. Ses cadeaux se font plus somptueux, ses attentions plus pressantes, ses regards plus insistants. Il lui fait confectionner des robes dans les étoffes les plus précieuses, lui offre des bijoux d'une valeur considérable et surtout lui fait donner une éducation raffinée, digne d'une future comtesse. Ces attentions exceptionnelles, qui pourraient passer pour de la tendresse oncle en d'autres circonstances, prennent progressivement une tournure équivoque qui alarme Madame Moreau. La gouvernante, forte de son expérience et de sa connaissance intime de la famille, perçoit clairement l'évolution malsaine des sentiments du comte. Ses tentatives discrètes pour mettre en garde Agnès Charlotte se heurtent à l'innocence de la jeune fille qui ne comprend pas les sous-entendus de sa gouvernante. « Mademoiselle », lui confie Madame Moreau lors d'une séance de couture dans le petit salon, « votre oncle vous témoigne une affection qui dépasse peut-être la mesure habituelle. Il serait sage de maintenir une certaine réserve dans vos relations avec lui, ne serait-ce que pour préserver les apparences et éviter les commérages. » Cette mise en garde, formulée avec la prudence qu'imposent les rapports hiérarchiques, révèle l'inquiétude croissante de la gouvernante face à une situation qu'elle pressent dangereuse, mais qu'elle ne peut dénoncer ouvertement sans compromettre sa position. Agnès Charlotte, élevée dans le respect absolu de l'autorité oncle et habituée aux privilèges de son rang, ne saisit pas la portée de cet avertissement et continue de recevoir les attentions de Gaspard Étienne avec la gratitude naturelle d'une orpheline reconnaissante. Cette incompréhension mutuelle, entretenue par les codes sociaux rigides de l'époque, permet à la situation de s'envenimer progressivement sans que personne n'ose intervenir efficacement. Le château de Valmont devient peu à peu le théâtre d'un drame silencieux où chacun observe, comprend, mais se tait par crainte, par respect des convenances ou par impuissance. C'est dans ce climat de tension latente qu'arrive la première lettre de Joachim Roussel, datée du 15 mai 1739. Cette missive, rédigée dans le style ampoulé caractéristique des correspondances ecclésiastiques, marque le début d'une collaboration criminelle qui bouleversera à jamais l'existence de tous les habitants du château. La correspondance secrète entre Gaspard Étienne de Montclerc et le père Joachim Roussel débute par des échanges d'une hypocrisie consommée où les véritables intentions se dissimulent sous un vernis de préoccupations spirituelles et dynastiques. Cette première phase, qui s'étend sur plusieurs mois de 1739, révèle progressivement l'ampleur de la corruption morale des deux complices et la sophistication diabolique de leur plan. Dans sa lettre initiale, Joachim Roussel aborde la question des arrangements familiaux avec la prudence d'un expert habitué aux négociations les plus délicates. « Mon très cher comte, les réflexions que vous m'avez confiées lors de mon séjour à Valmont méritent une étude approfondie des textes canoniques et des précédents historiques. L'Église, dans sa sagesse millénaire, a toujours su concilier les impératifs spirituels avec les nécessités dynastiques légitimes. Il existe des voies canoniques pour résoudre les situations les plus complexes, à condition de procéder avec la discrétion et la méthode appropriée. Cette approche oblique, caractéristique des manipulateurs ecclésiastiques de l'époque, évite soigneusement de mentionner explicitement les intentions incestueuses du comte, tout en laissant clairement entendre que des solutions existent. Joachim Roussel, fort de son expérience dans ce type d'affaires, sait parfaitement doser ses révélations pour maintenir son correspondant dans l'espoir, sans l'effrayer par des propositions trop directes. La réponse de Gaspard Étienne, datée du 28 mai 1739, révèle immédiatement l'intensification de ses obsessions concernant Agnès Charlotte. « Mon révérend père, vos paroles éclairées apportent un baume à mon âme tourmentée. Cet enfant béni du ciel grandit chaque jour en grâce et en beauté, confirmant ma conviction qu'elle seule peut perpétuer dignement notre noble lignée.
Ses qualités exceptionnelles, sa ressemblance frappante avec nos illustres ancêtres, tout concourt à faire d'elle l'héritière idéale de nos traditions familiales. Si la providence et la sagesse canonique pouvaient s'accorder pour permettre cette union bénie, cette confidence, d'une clarté révélatrice malgré ses circonlocutions, confirme à Joachim Roussel que son diagnostic initial était correct. Gaspard Étienne nourrit effectivement des projets matrimoniaux incestueux concernant sa nièce et cherche une caution religieuse pour les réaliser. Cette situation, parfaitement illégale et immorale, représente pour le confesseur corrompu une opportunité financière exceptionnelle qu'il compte exploiter méthodiquement. Au cours des mois suivants, les lettres échangées entre les deux complices révèlent progressivement l'élaboration d'un plan d'une complexité diabolique. Joachim Roussel, s'appuyant sur son érudition canonique détournée et sa connaissance intime des failles du système ecclésiastique, propose une solution d'une perversité raffinée. Transformer Agnès Charlotte en une personne différente, grâce à une falsification d'identité qui rendrait l'union légalement possible. Mon très cher comte, écrit-il dans sa lettre du 15 août 1739, après mûre réflexion et consultation des textes les plus savants, il me semble qu'une solution élégante pourrait être envisagée. Si mademoiselle Agnès Charlotte n'était point votre nièce mais une pupille sans lien de sang, adoptée par charité chrétienne et élevée dans votre maison par pure bonté d'âme, alors nulle loi canonique ne s'opposerait à une union bénie par l'Église. Les archives ecclésiastiques, convenablement interprétées et éventuellement complétées, pourraient révéler que cet enfant n'est point la fille de feu votre frère Philippe, mais une orpheline recueillie par lui en Flandre et confiée à vos soins après sa mort glorieuse. Cette proposition, d'une audace criminelle stupéfiante, révèle toute l'étendue de la corruption de Joachim Roussel et sa capacité à pervertir les institutions religieuses au service de ses clients les plus fortunés. Il suggère ni plus ni moins que de réécrire l'histoire familiale des Montclair pour légitimer un inceste, s'appuyant sur la destruction et la falsification des archives officielles. La réaction de Gaspard Étienne à cette proposition, exprimée dans sa lettre du 2 septembre 1739, révèle à la fois son enthousiasme et ses appréhensions. « Mon révérend père, votre génie canonique m'émerveille et me terrifie à la fois. » Cette solution, d'une élégance juridique remarquable, pourrait effectivement résoudre nos difficultés les plus insurmontables. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel projet nécessiterait des précautions extraordinaires et la collaboration de nombreux complices. Comment s'assurer de la discrétion absolue et de la fidélité de tous les intervenants? Cette question, révélatrice des préoccupations pratiques du comte, lance véritablement la phase opérationnelle du complot. Joachim Roussel, dans ses lettres subséquentes, développe un plan détaillé qui révèle l'existence d'un véritable réseau de corruption ecclésiastique spécialisé dans ce type d'arrangement criminel. « Rassurez-vous, mon cher comte, répond-il dans sa missive du 20 septembre, « j'ai déjà eu l'occasion de résoudre des situations similaires avec un succès complet. Mes relations dans la hiérarchie ecclésiastique, acquises au fil de nombreuses années de services discrets, me permettent d'accéder aux archives les plus secrètes et d'obtenir les collaborations les plus précieuses. Monsieur l'évêque de Langres me doit certaines faveurs qui faciliteront grandement nos démarches. Le chanoine Bertrand, archiviste à l'évêché de Dijon, partage mes vues sur la nécessité d'adapter parfois la rigueur canonique aux réalités dynastiques. Quant aux aspects financiers de l'opération, ils sont naturellement à votre charge, mais resteront dans des proportions raisonnables eu égard à l'importance de l'enjeu. Cette révélation de l'existence d'un réseau organisé de corruption ecclésiastique impliquant des dignitaires de haut rang transforme complètement la nature de l'affaire Montclair. Il ne s'agit plus d'un crime isolé, mais d'un système institutionnalisé de perversion des lois canoniques au service des caprices aristocratiques les plus abjects. Pendant que s'élabore cette machination épistolaire, la vie au château de Valmont continue son cours apparemment normal, mais les observateurs attentifs notent des changements inquiétants dans le comportement de Gaspard Étienne envers sa nièce. Ses attentions se font plus pressantes, ses regards plus insistants,
ses gestes plus familiers. Il exige désormais la présence constante d'Agnès Charlotte lors de ses repas, l'emmène dans toutes ses promenades et refuse catégoriquement qu'elle fréquente les jeunes filles de son âge dans les châteaux voisins. Cette surveillance possessive, présentée comme de la protection oncle, commence à intriguer puis à inquiéter la jeune fille elle-même. Agnès Charlotte, maintenant âgée de 17 ans et douée d'une intelligence vive, perçoit confusément que l'affection de son tuteur dépasse les limites habituelles de la tendresse familiale. Ses tentatives discrètes pour obtenir plus de liberté se heurtent au refus catégorique de Gaspard Étienne, qui invoque tantôt sa responsabilité de tuteur, tantôt les dangers de la société moderne pour une jeune fille de qualité. « Mon oncle », ose-t-elle demander lors d'un dîner en tête-à-tête dans la grande salle à manger du château. « Pourquoi refusez-vous que j'accompagne Madame de Saulnay à la cour de Versailles pour la saison ? Cette invitation me permettrait de voir le monde et de me former aux usages de la haute société. » La réaction de Gaspard Étienne à cette requête raisonnable révèle toute l'ampleur de sa jalousie maladive. « Ma chère enfant, votre innocence vous empêche de percevoir les dangers que recèlent ces environnements corrompus. À Versailles règne la débauche et l'intrigue sous des dehors séduisants. Je ne saurais exposer votre vertu à de telles tentations. Votre place est ici, à Valmont, où vous pouvez grandir dans la pureté et la vertu de nos traditions familiales. » Cette réponse d'une possessivité évidente alarme définitivement Agnès Charlotte, qui commence à entrevoir la nature équivoque des sentiments de son tuteur. Ses conversations avec Madame Moreau se font plus fréquentes et plus précises, révélant ses inquiétudes croissantes face à une situation qu'elle ne parvient pas encore à identifier clairement. « Madame Moreau », confie-t-elle à sa gouvernante lors d'une promenade dans les jardins du château, « il me semble que mon oncle me regarde parfois d'une manière particulière. Ses attentions, ses cadeaux, ses exigences de présence constante, tout cela me paraît excessif pour de simples relations familiales. Que dois-je penser de cette attitude ? » Cette question, formulée avec l'inquiétude de la jeunesse face à l'inconnu, place Madame Moreau dans une situation impossible. Consciente du danger que représentent les obsessions du comte, mais tenue par son devoir de discrétion et sa dépendance économique, elle ne peut révéler ouvertement ses soupçons sans risquer sa position et peut-être sa sécurité. « Mademoiselle, » répond-elle avec une prudence douloureuse, « votre oncle vous aime tendrement et cette affection peut parfois s'exprimer de manière particulière. Il convient de respecter cette tendresse tout en maintenant la dignité et la réserve qui conviennent à votre rang. La vigilance et la prudence sont toujours de mise dans les relations familiales les plus intimes. » Cette réponse, volontairement évasive mais néanmoins significative, confirme les appréhensions d'Agnès Charlotte sans lui donner les moyens concrets de se protéger efficacement. Cette situation d'isolement progressif de la jeune fille, privée de conseils éclairés et de soutiens extérieurs, facilite grandement les projets criminels de Gaspard Étienne et de son complice ecclésiastique. C'est dans ce contexte de tension croissante que Joachim Roussel effectue sa seconde visite au château de Valmont en novembre 1739. Cette fois, son séjour de 10 jours vise à finaliser les détails pratiques du plan élaboré par correspondance et à étudier directement les obstacles potentiels à sa réalisation. La seconde visite de Joachim Roussel au château de Valmont marque l'entrée dans la phase active de la conspiration la plus abjecte de l'ancien régime bourguignon. Durant ces 10 journées de novembre 1739, le confesseur corrompu met au point avec Gaspard Étienne les détails techniques d'une machination qui impliquera la falsification massive d'archives, la corruption de nombreux complices et la manipulation psychologique d'Agnès Charlotte elle-même. Cette visite, officiellement présentée comme une retraite spirituelle destinée à préparer la famille aux fêtes de Noël, permet aux deux complices de finaliser leur plan criminel dans la discrétion la plus absolue. Les longues soirées passées dans la bibliothèque du château, à l'abri des regards indiscrets et des oreilles curieuses, voient naître les détails les plus sordides de l'entreprise qui va transformer une jeune fille innocente en épouse de son propre oncle.
Joachim Roussel dévoile progressivement à Gaspard Etienne l'ampleur du réseau de complicité qu'il a constitué au fil des années dans les milieux ecclésiastiques bourguignons. Cette organisation clandestine, spécialisée dans l'arrangement des affaires délicates de l'aristocratie, comprend des personnalités de premier plan, dont la révélation ultérieure constituera l'un des scandales les plus retentissants de l'époque. « Mon cher comte », explique Roussel lors de leur première conversation secrète, « j'ai l'honneur de vous annoncer que Monseigneur Alexandre de Vintimille, évêque de Langres, a accepté de cautionner notre entreprise moyennant certains arrangements financiers et politiques. Son influence sur les archives diocésaines nous sera précieuse pour établir la nouvelle généalogie de mademoiselle Agnès Charlotte. De même, le chanoine Pierre Bertrand, responsable des archives épiscopales de Dijon, nous assistera dans la réécriture des registres paroissiaux concernés. » Cette révélation stupéfie Gaspard Etienne par son ampleur et sa précision. Il découvre l'existence d'un système institutionnalisé de corruption qui dépasse largement le cadre de son affaire personnelle et implique les plus hautes autorités religieuses de la région. Cette découverte, loin de l'effrayer, le rassure sur la faisabilité de son projet et la qualité des garanties qui lui sont offertes. Le plan élaboré par Joachim Roussel révèle une sophistication diabolique qui témoigne de son expérience dans ce type d'arrangement criminel. Selon ce scénario soigneusement orchestré, Agnès Charlotte n'est plus la fille de Philippe de Montclerc, mais une orpheline flamande recueillie par ce dernier lors de ses campagnes militaires et confiée à son frère après sa mort héroïque au service du roi. Cette nouvelle version de l'histoire familiale s'appuie sur la destruction sélective d'archives authentiques et leur remplacement par des documents falsifiés d'une qualité technique remarquable. Les registres baptismaux de la paroisse où Agnès Charlotte a été officiellement baptisée seront accidentellement détruits dans un incendie providentiel, tandis que de nouveaux actes, antidatés et vieillis artificiellement, établiront sa filiation fictive avec une famille bourgeoise flamande disparue. L'opération, précise Roussel avec le cynisme du professionnel, nécessitera l'intervention de maître Honoré Fournier, notaire à Beaune, spécialisé dans la reconstitution d'archives détruites. Cet homme, lié à nous par de nombreux services passés, possède un talent remarquable pour la reproduction des écritures anciennes et la fabrication de sceaux authentiques. Ces honoraires, quoique élevés, sont justifiés par la qualité exceptionnelle de son travail. Cette mention d'un notaire complice révèle une nouvelle dimension de la corruption qui gangrène les institutions de l'Ancien Régime. Il ne s'agit plus seulement d'arrangements ecclésiastiques, mais d'une falsification systématique des documents civils qui implique la participation active des officiers ministériels les plus respectés. Parallèlement à ces arrangements documentaires, Joachim Roussel développe un aspect particulièrement pervers de son plan. La manipulation psychologique d'Agnès Charlotte elle-même pour obtenir sa participation inconsciente à sa propre mystification. Cette phase de l'opération, d'une cruauté raffinée, vise à faire accepter à la jeune fille sa nouvelle identité en exploitant son innocence et sa confiance envers son tuteur. Il conviendra, explique le confesseur avec une froideur glaçante, de préparer psychologiquement mademoiselle Agnès Charlotte à ses révélations sur ses véritables origines. Cette préparation s'effectuera progressivement, par touches subtiles, en exploitant sa curiosité naturelle sur son passé familial. Certains documents opportunément découverts, certaines confidences calculées de domestiques complices, certains témoignages de personnes âgées aux souvenirs défaillants, tout concourra à l'amener naturellement à accepter cette vérité reconstituée. Cette stratégie de manipulation mentale, d'une perversité psychologique extraordinaire, révèle toute l'étendue de la corruption morale de Joachim Roussel. Il ne se contente pas de falsifier des documents, mais projette de détruire l'identité même d'Agnès Charlotte en lui faisant accepter volontairement une filiation mensongère qui légitimera l'union incestueuse projetée par son oncle. Durant ces journées de novembre, Gaspard Etienne observe sa nièce avec une attention nouvelle, étudiant ses réactions et ses vulnérabilités en vue de la manipulation à venir. Agnès Charlotte, inconsciente des regards scrutateurs dont elle est l'objet,
continue sa vie quotidienne sans percevoir que chacun de ses gestes, chacune de ses paroles sont analysées et cataloguées par les deux complices. Cette observation clinique de sa future victime révèle chez Gaspard Étienne un détachement émotionnel glaçant qui transforme son obsession amoureuse en calcul froid. L'être humain, Agnès Charlotte, disparaît progressivement derrière l'objet de ses projets dynastiques, préparant la déshumanisation totale qui caractérisera les phases ultérieures de ce drame. Le départ de Joachim Roussel, fin novembre 1739, marque le début de la mise en œuvre opérationnelle du plan criminel. Les semaines suivantes voient s'activer le réseau de complicité ecclésiastique et civile soigneusement tissé par le confesseur corrompu. Les premières manipulations documentaires commencent dans les archives diocésaines de Dijon et de Langres sous la supervision directe des dignitaires compromis. L'incendie accidentel qui détruit une partie des archives paroissiales de Saint-Nicolas en Flandre, où Agnès Charlotte avait été officiellement baptisée, survient le 15 décembre 1739 avec une opportunité suspecte. Cet événement, présenté comme une tragédie patrimoniale malheureuse, efface définitivement les preuves documentaires de la véritable filiation de la jeune fille et ouvre la voie à la substitution d'identités projetées. Simultanément, les ateliers clandestins de Maître Fournier produisent les faux documents destinés à établir la nouvelle généalogie d'Agnès Charlotte. Ces pièces, d'une qualité technique remarquable, imitent parfaitement les caractéristiques des actes authentiques du début du siècle. Papier vieilli naturellement, encre décolorée selon les procédés appropriés, écriture reproduite avec un talent d'orfèvre, sceau moulé sur des originaux authentiques. Cette production de masse de documents falsifiés révèle l'existence d'une véritable industrie de la falsification au service de l'aristocratie française. Les archives découvertes en 1903 contiennent des factures détaillées qui témoignent du professionnalisme de cette organisation criminelle et de ses tarifs considérables. Parallèlement à ces manipulations documentaires, Joachim Roussel met en place la stratégie de conditionnement psychologique d'Agnès Charlotte selon le plan élaboré lors de sa visite au château. Cette phase, d'une subtilité diabolique, exploite la curiosité naturelle de la jeune fille concernant ses origines familiales et son passé. La première étape de cette manipulation commence par l'introduction d'éléments troublants dans les conversations familiales. Gaspard Étienne, suivant scrupuleusement les instructions de son complice, commence à évoquer devant sa nièce certains mystères concernant les circonstances de sa naissance et de son arrivée au château. « Ma chère Agnès Charlotte », déclare-t-il lors d'un dîner de janvier 1740, « j'ai retrouvé récemment dans les papiers de mon pauvre frère Philippe certains documents concernant votre petite enfance. Il semblerait que les circonstances de votre naissance aient été plus complexes que nous ne le pensions. » Philippe évoque dans ses lettres une situation particulière en Flandre. Mais ces souvenirs sont si douloureux pour moi que j'hésite à les évoquer davantage. Cette première approche, calculée pour éveiller la curiosité sans révéler immédiatement la vérité fabriquée, produit l'effet escompté sur Agnès Charlotte. La jeune fille, naturellement curieuse de connaître ses origines et troublée par les mystères qui entourent sa naissance, presse son oncle de lui révéler ses découvertes troublantes. « Mon oncle », supplie-t-elle avec l'insistance de la jeunesse, « ces révélations sur mon passé ne peuvent que m'intéresser au plus haut point. Quelle que soit la vérité, je préfère la connaître plutôt que de vivre dans l'incertitude. Les lettres de mon père, de Philippe, que disent-elles exactement sur les circonstances de ma naissance ? » Cette demande pressante, prévisible selon les calculs de Joachim Roussel, permet à Gaspard Étienne d'entamer la révélation progressive de la fausse histoire, soigneusement préparée. Il produit alors des lettres prétendument écrites par Philippe de Montclerc depuis les Flandres, documents falsifiés par les ateliers de Maître Fournier avec un réalisme saisissant. Ces fausses lettres, rédigées dans le style épistolaire de l'époque et vieillies selon les techniques appropriées, racontent l'histoire mensongère d'Agnès Charlotte, fille d'une famille bourgeoise flamande massacrée par les troupes impériales, recueillie par Philippe de Montclerc par compassion chrétienne et élevée comme sa propre fille pour honorer la mémoire de ses parents adoptifs morts pour la France.
La lecture de ces documents falsifiés bouleverse profondément Agnès Charlotte, qui découvre avec stupeur que son identité, qu'elle croyait parfaitement établie, repose sur une fiction charitable. Cette révélation, présentée avec toutes les apparences de l'authenticité documentaire, ébranle ses certitudes les plus profondes et la prépare psychologiquement à accepter d'autres vérités encore plus troublantes. « Mon Dieu !» murmure-t-elle en parcourant ces fausses lettres. Ainsi je ne serai point une Montclair de naissance, mais une orpheline recueillie par charité. Cette révélation explique tant de choses. Cette impression que j'ai parfois eue de ne pas ressembler vraiment au portrait de famille. Ces différences de tempérament que j'observais avec mes supposés ancêtres. Cette réaction soigneusement prévue par les manipulateurs confirme l'efficacité de leur stratégie psychologique. Agnès Charlotte commence à douter de sa propre identité et à accepter la possibilité que sa vie repose sur un malentendu charitable. Cette faille dans ses certitudes permettra d'introduire progressivement des révélations encore plus déstabilisantes. Les semaines suivantes voient l'intensification de ce processus de déstabilisation identitaire. Gaspard Étienne, conseillé à distance par Joachim Roussel, multiplie les éléments troublants destinés à confirmer la nouvelle version des origines d'Agnès Charlotte. D'anciens domestiques, soigneusement endoctrinés et généreusement rétribués, viennent témoigner de souvenirs opportunément retrouvés concernant l'arrivée de la petite orpheline flamande au château. Marguerite Lebrun, ancienne femme de chambre de la défunte comtesse et maintenant retirée au village, accepte moyennant une pension substantielle de confirmer l'histoire fabriquée. Ces témoignages, d'un réalisme troublant grâce à sa connaissance intime de la vie du château, apportent une caution humaine à la falsification documentaire. « Ah oui, mademoiselle », déclare-t-elle lors d'une visite organisée au château, « je me souviens parfaitement de votre arrivée. Vous étiez si petite, si fragile. Monsieur Philippe vous tenait dans ses bras comme un trésor précieux. Il répétait sans cesse, « Cette enfant orpheline sera désormais ma fille. Elle grandira dans l'honneur et la vertu de notre maison. » Et madame la comtesse était si émue qu'elle pleurait de joie. Ces témoignages, d'une vraisemblance étudiée, achèvent de convaincre Agnès Charlotte de la véracité de sa nouvelle identité. La jeune fille, privée de points de repère fiables et soumise à une pression psychologique constante, finit par accepter cette révision complète de son histoire personnelle. Cette acceptation, loin de clore la manipulation, ouvre au contraire la voie à la phase suivante du plan criminel. La préparation du mariage incestueux, présentée désormais comme une union légitime entre un tuteur généreux et sa pupille reconnaissante. L'année 1740 marque l'accélération dramatique de la machination Montclair, avec l'entrée en scène de nouveaux complices et la mise en œuvre des phases les plus perverses du plan élaboré par Joachim Roussel. Cette période voit également apparaître les premiers signes de résistance inconsciente d'Agnès Charlotte face à la manipulation dont elle est victime, créant des tensions dangereuses pour l'aboutissement du projet criminel. La correspondance entre Gaspard Étienne et son complice ecclésiastique s'intensifie considérablement durant cette période, révélant l'urgence croissante ressentie par les deux hommes face aux obstacles imprévus qui surgissent. Ces difficultés, loin de décourager les criminels, les poussent à radicaliser leurs méthodes et à impliquer de nouveaux acteurs dans leurs machinations. Dans sa lettre du 15 mars 1740, Joachim Roussel informe le comte des progrès réalisés dans la falsification documentaire, mais évoque également des complications inquiétantes. « Mon cher ami, nos travaux documentaires avancent selon nos prévisions, mais certaines difficultés imprévues ralentissent notre progression. L'abbé Durand, curé de votre paroisse, manifeste une curiosité excessive concernant les modifications apportées au registre. Ces questions répétées au chanoine Bertrand révèlent des soupçons qu'il conviendra de dissiper rapidement. » Cette mention des soupçons du curé local introduit une nouvelle dimension dramatique dans l'affaire. L'abbé François Durand, homme intègre et observateur attentif, a remarqué les incohérences dans les documents officiels concernant la famille Montclair et commence à s'interroger sur leur authenticité. Cette vigilance inattendue menace de compromettre l'ensemble de l'opération si elle n'est pas neutralisée rapidement.
Gaspard Étienne, alerté par cette information inquiétante, répond avec une nervosité croissante dans sa lettre du 28 mars. « Mon révérend père, les soupçons de l'abbé Durand représentent effectivement un danger considérable pour nos projets. Cet homme, malgré sa simplicité apparente, possède une connaissance intime de l'histoire locale qui pourrait lui permettre de déceler nos arrangements. Comment neutraliser cette menace sans éveiller des soupçons encore plus dangereux ? » La réponse de Joachim Roussel, datée du 12 avril, révèle toute l'étendue de sa corruption et sa capacité à instrumentaliser la hiérarchie ecclésiastique à des fins criminelles. Rassurez-vous, mon cher comte, l'abbé Durand sera bientôt transféré vers une paroisse plus conforme à ses talents pastoraux. Monseigneur de Vintimille, sensible aux arguments que j'ai développés concernant la nécessité de renouveler le clergé rural, a accepté de promouvoir ce brave homme vers des fonctions plus importantes dans un diocèse éloigné. Son remplaçant, l'abbé Marcel Grimaud, nous est entièrement dévoué et facilitera grandement la finalisation de nos arrangements. Cette révélation de la manipulation de la hiérarchie ecclésiastique pour éloigner un témoin gênant illustre parfaitement les méthodes de Joachim Roussel et l'ampleur de ses complicités. Le réseau de corruption qu'il a constitué lui permet d'éliminer les obstacles humains avec la même facilité que les obstacles documentaires. Le transfert de l'abbé Durand, effectué en mai 1740 sous prétexte d'une promotion méritée, prive Agnès Charlotte et les habitants du château de leur dernier recours moral face à la machination qui se resserre autour d'eux. L'arrivée de l'abbé Grimaud, personnage servile et cupide entièrement acquis au projet de Joachim Roussel, achève d'isoler les victimes potentielles de cette conspiration. Parallèlement à ces manœuvres ecclésiastiques, l'état psychologique d'Agnès Charlotte se dégrade visiblement sous l'effet des révélations successives concernant ses origines. La jeune fille, déstabilisée par la remise en cause de son identité et privée de repères fiables, développe une mélancolie inquiétante qui alarme la gouvernante Madame Moreau. Cette dernière, témoin impuissant de la transformation de sa jeune maîtresse, tente discrètement d'alerter son entourage sur l'évolution préoccupante de la situation. Ses confidences à l'intendant Leclerc, consignées dans le journal personnel de ce dernier, révèlent l'ampleur de ses inquiétudes. Mademoiselle Agnès Charlotte n'est plus la même depuis ses révélations sur ses origines. Elle passe des heures entières dans sa chambre, refuse souvent de descendre pour les repas et manifeste une tristesse constante qui me brise le cœur. Ses conversations avec Monsieur le Comte deviennent de plus en plus fréquentes et semblent l'agiter davantage qu'elle ne la console. Ces observations attentives de la gouvernante révèlent l'efficacité de la manipulation psychologique orchestrée par les deux complices, mais également ses effets délétères sur la santé mentale de la victime. Agnès Charlotte, privée de ses certitudes identitaires et soumise à une pression psychologique constante, sombre progressivement dans un état dépressif qui facilite paradoxalement les projets de son oncle. C'est dans ce contexte de fragilité psychologique qu'intervient la phase suivante du plan criminel. L'introduction progressive de l'idée du mariage avec Gaspard Étienne présentée comme une solution naturelle aux difficultés de la jeune fille. Cette suggestion, distillée avec une subtilité diabolique, exploite l'état de dépendance émotionnelle créé par les révélations précédentes. « Ma chère enfant », déclare Gaspard Étienne lors d'un entretien privé dans la bibliothèque du château. « Votre tristesse me désole et je cherche sans cesse les moyens d'assurer votre bonheur et votre sécurité. Votre situation d'orpheline, même élevée dans l'honneur de notre maison, vous expose à des difficultés que seul un mariage honorable pourrait résoudre définitivement. Hélas, les prétendants dignes de vous sont rares, et je crains que votre origine, particulière, ne rebute certaines familles nobles attachées aux préjugés généalogiques. » Cette introduction habile du thème matrimonial, présentée sous l'angle de la protection et de la sollicitude, prépare psychologiquement Agnès Charlotte à accepter une proposition qui, en d'autres circonstances, l'aurait révoltée. La jeune fille, affaiblie moralement et privée de confiance en elle-même, devient progressivement réceptive aux suggestions de son manipulateur. La réponse d'Agnès Charlotte à cette première approche révèle l'efficacité du conditionnement subi. « Mon oncle,
Mon bienfaiteur, vos paroles révèlent une fois de plus votre bonté infinie envers une orpheline qui vous doit tout. Il est vrai que ma situation particulière complique mes perspectives d'avenir. Si vous connaissez un parti honorable qui accepterait de m'épouser malgré mes origines incertaines, je m'en remettrai entièrement à votre sagesse pour décider de mon sort. Cette soumission, fruit de mois de manipulation psychologique, représente une victoire décisive pour Gaspard Étienne, qui peut désormais aborder plus directement la question de leur union future. Les semaines suivantes voient s'intensifier les conversations sur ce thème, chaque entretien rapprochant un peu plus la jeune fille de l'acceptation du projet incestueux de son oncle. Joachim Roussel, tenu informé de ses progrès par la correspondance régulière de son complice, accélère simultanément la finalisation des arrangements canoniques nécessaires à la légitimation religieuse de cette union contre nature. Sa lettre du 15 juin 1740 révèle l'imminence de la phase finale. Mon cher comte, tous les obstacles documentaires et hiérarchiques sont désormais levés. Les nouveaux actes établissant l'origine flamande de mademoiselle Agnès Charlotte ont été intégrés dans les archives officielles avec la discrétion requise. Monseigneur de Vintimille a accepté d'accorder personnellement les dispenses nécessaires à votre union, moyennant les arrangements financiers convenus. Il ne reste plus qu'à obtenir le consentement explicite de la demoiselle et à organiser la cérémonie dans les formes canoniques appropriées. Cette annonce de l'aboutissement prochain de la machination coïncide avec une évolution dramatique de la situation au château de Valmont. Agnès Charlotte, soumise depuis des mois à une pression psychologique intense, commence à manifester des signes de résistance inconsciente qui inquiètent ses manipulateurs et menacent de compromettre leurs plans au moment de leur réalisation. Si cette manipulation diabolique vous glace le sang, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sort réservé à la pauvre Agnès Charlotte. Car nous approchons du moment le plus terrifiant de cette histoire authentique. L'été 1741 marque l'apogée de la machination Montclair avec la demande en mariage officielle de Gaspard Étienne à sa nièce et les événements dramatiques qui accompagnent cette proposition monstrueuse. Cette période révèle également la découverte fortuite qui permettra, plus d'un siècle et demi plus tard, de reconstituer l'intégralité de cette affaire criminelle. La scène de la demande en mariage, soigneusement mise en scène par Gaspard Étienne selon les conseils de Joachim Roussel, se déroule le 15 juillet 1741 dans le salon doré du château de Valmont. Cette pièce, ornée des portraits des ancêtres Montclair et baignée par la lumière dorée du couchant, offre un décor d'une solennité théâtrale qui renforce l'impact psychologique de la proposition. Agnès Charlotte, désormais âgée de 19 ans mais vieillie prématurément par les épreuves morales subies, présente l'image touchante d'une jeune femme brisée par les révélations successives sur ses origines. Sa beauté, toujours éclatante, s'accompagne désormais d'une mélancolie profonde qui émeut et inquiète à la fois ceux qui l'observent attentivement. « Ma très chère Agnès Charlotte », déclare Gaspard Étienne en s'agenouillant selon l'usage devant la jeune fille stupéfaite, « le moment est venu pour moi de vous révéler les sentiments profonds que vous m'inspirez depuis si longtemps. Votre beauté, votre vertu, votre grâce naturelle ont conquis mon cœur au-delà de toute expression possible. Accepteriez-vous de devenir mon épouse et de partager avec moi le bonheur et les responsabilités de notre noble maison ?» Cette proposition, formulée dans les termes traditionnels de la galanterie aristocratique, dissimule habilement sa nature incestueuse sous les apparences d'une demande conventionnelle. Gaspard Étienne, fort de mois de préparation psychologique, compte sur la soumission acquise de sa victime pour obtenir un consentement qui légitimera formellement leur union. La réaction d'Agnès Charlotte à cette demande révèle toute la complexité de son état psychologique après tant de manipulations. Surprise, troublée mais non révoltée comme elle l'aurait été jadis, elle manifeste cette hésitation douloureuse caractéristique des victimes de conditionnement mental prolongé. « Mon oncle, monsieur le comte », balbutie-t-elle avec une émotion visible, cette demande me bouleverse et m'honore à la fois. Vous avez été pour moi plus qu'un tuteur, plus qu'un bienfaiteur.
Vous êtes celui qui m'a élevé, protégé, aimé quand j'étais seul au monde. Mais cette proposition, ce mariage, n'y a-t-il point quelque chose d'inhabituel dans cette union entre nous? Cette question, révélatrice des derniers sursauts de sa lucidité naturelle, représente le moment le plus dangereux pour le succès de la machination. Gaspard Étienne, préparé à cette résistance par les conseils de Joachim Roussel, développe alors l'argumentation sophistique destinée à lever ses scrupules légitimes. « Ma chère enfant, répond-il avec une gravité étudiée, vos scrupules honorent votre délicatesse naturelle, mais reposent sur un malentendu que je dois dissiper. Nous ne sommes point véritablement oncle et nièce au sens du sang, puisque vous n'êtes point la fille de mon frère Philippe, mais une orpheline qu'il a généreusement adoptée. Notre union ne violerait donc aucune loi divine ou humaine, et représenterait même l'accomplissement de la volonté de Philippe qui souhaitait vous voir heureuse et honorée dans notre famille. » Cette argumentation, préparée de longue date et s'appuyant sur la falsification identitaire préalablement acceptée par Agnès Charlotte, produit l'effet escompté. La jeune fille, privée de ses repères familiaux authentiques et conditionnée à accepter sa nouvelle identité, ne peut opposer d'objection rationnelle à cette logique perverse. Après plusieurs jours de réflexion, durant lesquels Gaspard Étienne multiplie les pressions subtiles et les arguments sentimentaux, Agnès Charlotte finit par accepter cette proposition qui scelle définitivement son sort tragique. Son consentement, arraché par des mois de manipulation psychologique, permet d'enclencher la phase finale de la machination criminelle. Les préparatifs du mariage, organisés dans la discrétion la plus absolue pour éviter les curiosités indiscrètes, révèlent l'ampleur du réseau de complicité constitué par Joachim Roussel. Monseigneur de Vintimille accepte de célébrer personnellement la cérémonie dans la chapelle privée du château, garantissant ainsi la validité canonique de cette union monstrueuse. Mais c'est dans les préparatifs de cette cérémonie que survient l'événement qui permettra, un siècle et demi plus tard, de reconstituer l'intégralité de cette affaire. Joachim Roussel, soucieux de conserver des preuves de ses arrangements avec la hiérarchie ecclésiastique en cas de chantage ultérieur, dissimule dans une cache secrète du presbytère de Saint-Remy l'intégralité de sa correspondance avec Gaspard Étienne et les documents compromettants concernant l'affaire Moncler. Cette correspondance, complétée par un journal personnel où Joachim Roussel détaille avec un cynisme révoltant les phases successives de sa machination, constitue un témoignage accablant sur les méthodes de corruption utilisées et l'ampleur des complicités impliquées. Ces documents, rédigés dans un style d'une précision administrative glaçante, révèlent notamment la véritable identité d'Agnès Charlotte et les circonstances exactes de la falsification de ses origines. Car la révélation la plus terrifiante contenue dans ces archives secrètes concerne l'identité réelle de la jeune fille et la nature exacte de sa relation avec Gaspard Étienne. Contrairement à la version officielle qui en fait la fille de Philippe de Moncler, Agnès Charlotte est en réalité la fille illégitime de Gaspard Étienne lui-même, née de ses relations avec une servante du château nommée Catherine Dubois. Cette révélation, consignée dans le journal personnel de Joachim Roussel, avec tous les détails nécessaires à sa vérification, transforme radicalement la nature de l'affaire Moncler. Il ne s'agit plus seulement d'une union entre oncle et nièce, déjà moralement répugnante, mais d'un inceste entre père et fille, crime d'une monstruosité absolue. Selon les notes détaillées du confesseur corrompu, Catherine Dubois avait été enceinte des œuvres de Gaspard Étienne en 1721, alors qu'il était encore marié à Louise-Françoise de Polignac. Pour éviter le scandale, la servante avait été envoyée accoucher secrètement chez des paysans complices, avec ordre de faire disparaître l'enfant après la naissance. Mais Catherine, refusant d'abandonner sa fille, avait simulé la mort du nouveau-né et confié secrètement le bébé à son frère Philippe Dubois, domestique au service de Philippe de Moncler en Flandre. Ce dernier, ignorant les véritables origines de l'enfant, l'avait élevée comme sa propre fille adoptive avant de la confier à son maître mourant, Philippe de Moncler, qui l'avait ramenée au château familial en la présentant comme sa propre fille.
Cette succession de mensonges et de substitutions d'identité, reconstituée pièce par pièce dans les archives de Joachim Roussel, révèle que Gaspard Étienne ignore lui-même la véritable filiation d'Agnès Charlotte lorsqu'il commence à nourrir des sentiments incestueux envers elle. Cette ignorance, loin d'atténuer sa culpabilité, ajoute une dimension tragique supplémentaire à cette affaire en révélant que l'inceste résulte d'une suite de hasards et de dissimulation. La découverte de cette vérité par Joachim Roussel, survenue lors de ses recherches généalogiques préparatoires à la falsification documentaire, aurait dû logiquement l'amener à interrompre sa collaboration criminelle. Mais le confesseur corrompu, loin d'être dissuadé par cette révélation, y voit au contraire une opportunité de chantage supplémentaire et décide de dissimuler cette information à Gaspard Étienne pour mieux exploiter la situation. Cette décision d'une perversité extraordinaire transforme Joachim Roussel en complice conscient d'un inceste père-fille, tout en lui permettant de conserver un moyen de pression définitif sur son client. Les notes de son journal révèlent le calcul cynique qui préside à ce choix. La révélation de cette vérité ultime, conservée pour les circonstances appropriées, me garantira l'obéissance perpétuelle du comte et la sécurité définitive de mes arrangements. Le mariage monstrueux de Gaspard Étienne de Montclerc et d'Agnès Charlotte est célébré le 15 août 1741 dans la chapelle privée du château de Valmont par Monseigneur Alexandre de Vintimille en personne. Cette cérémonie, d'une solennité hypocrite qui masque l'abomination qu'elle consacre, réunit une assistance réduite aux seuls complices de la machination. Joachim Roussel, le chanoine Bertrand, le notaire Fournier, et quelques domestiques soigneusement sélectionnés pour leur discrétion garantie. Agnès Charlotte, vêtue de la robe de mariée traditionnelle des comtesses Montclerc et parée des bijoux familiaux, présente l'image pathétique d'une victime sacrifiée sur l'autel des ambitions dynastiques. Son consentement, arraché par des mois de conditionnement psychologique, transforme cette union criminelle en mariage apparemment légitime aux yeux de la société et de l'Église. Les premiers mois de cette union révèlent rapidement ses conséquences dramatiques sur la santé mentale d'Agnès Charlotte. La jeune femme, confrontée à la réalité physique et psychologique d'une relation incestueuse qu'elle ne peut plus fuir, développe une mélancolie profonde qui inquiète même les domestiques les plus indifférents à son sort. Madame Moreau, témoin impuissant de cette dégradation, consigne dans son journal personnel des observations déchirantes sur l'état de sa jeune maîtresse. Madame la comtesse n'est plus l'ombre de la charmante enfant que j'ai connue. Elle passe ses journées enfermée dans ses appartements, refuse souvent de se nourrir et manifeste une tristesse constante qui me brise le cœur. Ses conversations avec monsieur le comte, quand elles ont lieu, se déroulent dans un silence pesant qui révèle toute l'étendue de son malheur. Cette détérioration psychologique s'accompagne de troubles physiques inquiétants qui témoignent de l'impact traumatisant de cette situation sur l'organisme d'Agnès Charlotte. Insomnie chronique, perte d'appétit, crise d'angoisse nocturne, tous ces symptômes révèlent une souffrance profonde que sa position sociale l'empêche d'exprimer ouvertement. Gaspard Étienne, obsédé par l'obtention d'un héritier qui légitimerait définitivement son crime, multiplie les pressions sur son épouse-fille pour qu'elle remplisse ses devoirs conjugaux avec plus d'assiduité. Cette exigence, formulée dans le langage euphémisé de l'époque mais d'une brutalité évidente, ajoute une dimension supplémentaire au calvaire d'Agnès Charlotte qui se trouve réduite au rôle d'instrument reproducteur. La naissance d'un fils en juin 1742, officiellement prénommé Philippe Gaspard de Montclerc selon la tradition familiale, représente l'aboutissement apparent des projets dynastiques du comte. Cet enfant, fruit d'un inceste père-fille dont seul Joachim Roussel connaît la véritable nature, est présenté à la société comme l'héritier légitime tant attendu de la noble lignée. Cette naissance, loin d'apporter le bonheur espéré, marque au contraire l'aggravation dramatique de l'état mental d'Agnès Charlotte. La jeune mère, accablée par la réalité de sa situation et l'horreur inconsciente de ce qu'elle a engendré, sombre dans une mélancolie post-partum d'une gravité exceptionnelle qui alarme même le docteur Beaumont, médecin de famille appelé en consultation.
Les notes médicales de ce praticien, conservées dans ses archives personnelles et découvertes lors des recherches ultérieures, révèlent l'ampleur des troubles présentés par la comtesse. Madame de Montclair présente tous les symptômes d'une mélancolie puerpérale d'une intensité inhabituelle. Refus de s'alimenter, insomnie chronique, pleurs inexpliqués, rejet de l'enfant, propos incohérents sur une prétendue malédiction familiale. Ces manifestations, si elles persistent, pourraient évoluer vers une aliénation mentale complète. Ces observations médicales, formulées dans le vocabulaire psychiatrique rudimentaire de l'époque, décrivent en réalité les symptômes classiques d'un traumatisme psychologique majeur consécutif à l'inceste subi. Agnès Charlotte, privée des mots et des concepts nécessaires pour exprimer son calvaire, développe ces troubles comme seule expression possible de sa souffrance indicible. Gaspard Étienne, confronté à l'effondrement psychologique de son épouse-fille, fait appel à Joachim Roussel pour obtenir des conseils sur la conduite à tenir face à cette situation imprévue. Cette consultation, révélatrice de son incapacité à comprendre la gravité de ses crimes, donne lieu à un échange épistolaire particulièrement révoltant par son cynisme. « Mon révérend père », écrit le comte dans sa lettre du 15 juillet 1742, « l'état de ma chère épouse m'inquiète au plus haut point et menace de compromettre la discrétion nécessaire à notre bonheur familial. Ses troubles d'humeur, ses propos parfois incohérents, ses crises de larmes inexpliquées risquent d'éveiller des curiosités malveillantes. Comment ramener cette chère âme à la sérénité et au bonheur qu'elle mérite ?» La réponse de Joachim Roussel, datée du 1er août 1742, révèle une fois de plus sa corruption morale absolue et sa capacité à instrumentaliser même la souffrance de ses victimes. Mon cher comte, les troubles de Madame la Comtesse relèvent manifestement d'un excès de sensibilité féminine aggravé par les fatigues de la maternité. Une retraite spirituelle dans un couvent approprié, loin des agitations mondaines, lui permettrait de retrouver la paix intérieure sous la direction de religieuses expertes en ces matières délicates. J'ai des relations privilégiées avec la mère supérieure des Visitandines de Beaune qui accepterait de recevoir Madame votre épouse pour le temps nécessaire à son rétablissement. Cette proposition d'internement religieux, présentée comme une cure spirituelle bienfaisante, vise en réalité à isoler Agnès Charlotte et à l'empêcher de révéler, même involontairement, la vérité sur sa situation. Le couvent devient ainsi un instrument supplémentaire de la machination criminelle, transformé en prison dorée pour la victime devenue gênante. L'enfermement d'Agnès Charlotte aux Visitandines de Beaune, effectué en septembre 1742 sous prétexte de soins spirituels, marque le début d'une réclusion qui durera 3 années consécutives. Durant cette période, la malheureuse comtesse, privée de son enfant et isolée du monde extérieur, achève de sombrer dans une folie authentique qui la préservera paradoxalement des souffrances d'une lucidité insupportable. Les lettres qu'elle parvient à faire parvenir clandestinement à Madame Moreau, grâce à la complicité de certaines religieuses compatissantes, révèlent la dégradation progressive de son état mental et ses tentatives désespérées pour comprendre la nature de son calvaire. Ces missives, d'une écriture de plus en plus hésitante et d'un contenu de plus en plus incohérent, constituent un témoignage bouleversant sur les ravages psychologiques de l'inceste. « Ma chère Moreau », écrit-elle dans une lettre datée de décembre 1742, « je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. Mes souvenirs se mélangent, mes certitudes s'effritent, ma raison chancelle. Qui suis-je vraiment? D'où viens-je? Pourquoi ai-je l'impression d'avoir vécu dans le mensonge depuis toujours? Et cet enfant, ce pauvre enfant, pourquoi ai-je si peur de l'aimer? Priez pour moi, ma chère amie, car je sens que je perds pied. » Cette lettre pathétique, révélatrice de la confusion mentale croissante d'Agnès Charlotte, témoigne des efforts désespérés de son psychisme pour intégrer une réalité traumatisante qu'elle ne peut appréhender rationnellement. Sa folie naissante constitue en quelque sorte une défense ultime contre une vérité trop atroce pour être assumée consciemment. Pendant que son épouse-fille sombre dans la démence dans sa retraite forcée, Gaspard Étienne profite de cette absence pour réorganiser sa vie sociale
et reprendre ses habitudes de célibataire. Il confie l'éducation de son fils à des précepteurs soigneusement choisis et reprend progressivement sa place dans la société nobiliaire bourguignonne, présentant sa situation comme celle d'un mari dévoué dont l'épouse fragile nécessite des soins prolongés. Cette normalisation apparente de la situation cache cependant des tensions croissantes avec Joachim Roussel, qui commence à faire du chantage à son ancien complice en exploitant la connaissance qu'il possède de la véritable filiation d'Agnès Charlotte. Les dernières lettres de leur correspondance, datées de 1743 et 1744, révèlent une dégradation progressive de leur relation et l'émergence de menaces à peine voilées. « Mon cher comte », écrit Joachim Roussel dans sa lettre du 15 mai 1744, « les services exceptionnels que j'ai rendus à votre famille méritent une reconnaissance proportionnée à leur importance et à leur délicatesse. Certaines vérités que je possède sur l'histoire de votre maison représentent un trésor de discrétion qu'il convient de préserver avec le soin approprié. Une rente annuelle substantielle garantirait définitivement cette préservation et témoignerait de votre gratitude envers celui qui a su résoudre vos difficultés les plus intimes. » Cette tentative de chantage, formulée dans le style euphémisé caractéristique de l'époque, mais néanmoins explicite, révèle la vraie nature de Joachim Roussel et transforme définitivement la relation entre les deux complices en rapport de force permanent. Gaspard Étienne, conscient de sa vulnérabilité face aux révélations que pourrait faire le confesseur corrompu, accepte à contre-cœur cette extorsion déguisée qui l'appauvrira progressivement. La mort d'Agnès Charlotte, survenue en janvier 1746 dans sa cellule du couvent de Beaune, clôt tragiquement cette histoire d'horreur. Le certificat de décès, rédigé par la mère supérieure et le médecin conventuel, mentionne laconiquement une fièvre cérébrale consécutive à un excès de mélancolie, diagnostic commode qui évite toute investigation approfondie sur les véritables causes de cette mort. En réalité, les témoignages confidentiels recueillis auprès des religieuses qui ont soigné la malheureuse comtesse révèlent qu'elle est morte d'épuisement physique et mental après avoir refusé de s'alimenter durant plusieurs semaines. Cette forme de suicide lent, seul échappatoire possible à une situation devenue insupportable, constitue l'ultime témoignage de sa souffrance et de son désespoir. Gaspard Étienne, officiellement accablé par la perte de son épouse bien-aimée, organise des obsèques solennelles qui trompent la société sur ses véritables sentiments. En privé, il manifeste un soulagement évident de voir disparaître ce témoin gênant de ses crimes et cette source permanente de complications psychologiques. L'enfant, né de cette union monstrueuse, grandit dans l'ignorance totale de ses véritables origines, élevé selon les traditions aristocratiques par des précepteurs qui ignorent eux-mêmes la nature exacte de sa filiation. Philippe Gaspard de Montclerc développe normalement et ne manifeste aucun des troubles psychologiques que l'on pourrait redouter chez le fruit d'un inceste, témoignant de la capacité de la nature humaine à surmonter les tares héréditaires les plus lourdes. Joachim Roussel continue d'exercer son chantage sur Gaspard Étienne jusqu'à sa propre mort en 1754, s'enrichissant considérablement grâce à cette extorsion permanente. Sa disparition libère théoriquement le comte de cette pression financière et psychologique, mais le secret de l'affaire Montclerc demeure enfoui dans les archives du presbytère où le confesseur corrompu a dissimulé ses preuves. L'affaire Montclerc aurait probablement sombré pour toujours dans l'oubli de l'histoire si les travaux de démolition du presbytère de Saint-Remy en Bourgogne n'avaient révélé, en 1903, la cache secrète où Joachim Roussel avait dissimulé sa correspondance criminelle et ses notes personnelles. Cette découverte fortuite, effectuée par les ouvriers du bâtiment lors de la destruction des murs intérieurs, mit au jour 93 lettres et 3 cahiers manuscrits qui reconstituent minutieusement l'une des machinations les plus abjectes de l'ancien régime français. Cette correspondance, remarquablement préservée grâce aux précautions prises par Joachim Roussel pour protéger ses instruments de chantage, révèle non seulement l'intégralité de l'affaire Montclerc, mais également l'existence d'un réseau de corruption ecclésiastique d'une ampleur considérable.
Les lettres mentionnent au moins 15 autres affaires similaires traitées par le même réseau de complices, suggérant que les crimes de Gaspard Étienne ne constituent qu'un exemple parmi d'autres d'un système organisé de perversion des institutions religieuses. La publication de ces documents par l'érudit local, M. Augustin Lemoine, professeur d'histoire à l'université de Dijon, provoque un scandale considérable dans les milieux catholiques bourguignons et relance les débats sur la corruption du clergé d'Ancien Régime. Cette affaire, contemporaine de la loi de séparation des églises et de l'État, alimente les polémiques anticléricales de l'époque et devient un argument de choix pour les partisans de la laïcisation. Les descendants de la famille Moncler, confrontés à ces révélations posthumes accablantes, tentent vainement de contester l'authenticité des documents découverts. Leurs protestations se heurtent à l'évidence scientifique. Analyse graphologique, expertise du papier et de l'encre, recoupement avec d'autres archives contemporaines. Tout confirme l'authenticité de cette correspondance maudite. La vérification des faits rapportés dans ces lettres révèle également la précision troublante des informations qu'elles contiennent. Les registres paroissiaux de l'époque, conservés aux archives départementales, confirment les manipulations documentaires évoquées par Joachim Roussel. Les traces de grattage, de surcharge et de falsification correspondent exactement aux descriptions contenues dans sa correspondance. Plus troublante encore, les recherches généalogiques entreprises par M. Lemoine confirment l'exactitude des révélations concernant les véritables origines d'Agnès Charlotte. Les archives notariales révèlent l'existence de Catherine Dubois, servante au château de Valmont, et les circonstances suspectes de sa disparition après la naissance de sa fille, illégitime. Cette validation scientifique des éléments les plus incroyables de l'affaire Moncler transforme cette découverte en témoignage historique de première importance sur les mœurs de l'aristocratie d'Ancien Régime et les méthodes de corruption utilisées pour légitimer les crimes les plus abjects. L'impact de ces révélations dépasse largement le cadre local de la Bourgogne et inspire de nombreuses recherches similaires dans d'autres régions françaises. Ces investigations révèlent l'existence probable d'un phénomène plus vaste de corruption institutionnelle qui pourrait avoir touché l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui encore, l'affaire Moncler demeure l'un des témoignages les plus accablants sur les abus de pouvoir de l'Ancien Régime et la capacité des institutions corrompues à légitimer les crimes les plus monstrueux. Elle illustre parfaitement les mécanismes par lesquels l'autorité religieuse, détournée de sa mission spirituelle, peut devenir l'instrument des pires perversions humaines. Le château de Valmont, abandonné par ses propriétaires après le scandale de 1903, tombe progressivement en ruine et devient le symbole de l'effondrement moral d'une époque révolue. Ces murs, témoins silencieux de tant d'horreurs, gardent à jamais le secret des souffrances endurées par Agnès Charlotte et de la corruption qui a permis son martyre. La mémoire de cette jeune femme, victime innocente d'une machination qui la dépasse, survit dans les archives redécouvertes et témoigne pour toutes les victimes anonymes de l'arbitraire et de la corruption institutionnelle. Son sacrifice involontaire, documenté avec une précision administrative glaçante, éclaire d'une lumière crue les mécanismes éternels de l'oppression et rappelle la nécessité de vigilance face aux abus de pouvoir sous toutes leurs formes. L'affaire de la famille Moncler révèle l'un des aspects les plus sombres de l'Ancien Régime français. La capacité du pouvoir aristocratique et de la corruption ecclésiastique à légitimer les crimes les plus abjects en pervertissant les institutions censées protéger les innocents. Cette machination, d'une sophistication diabolique, illustre parfaitement comment l'autorité religieuse peut être détournée de sa mission pour servir les pulsions les plus monstrueuses. L'histoire tragique d'Agnès Charlotte, manipulée psychologiquement puis sacrifiée sur l'autel des ambitions dynastiques de son oncle-père, dépasse la fiction par son horreur documentée. Elle montre jusqu'où peuvent aller les êtres humains lorsqu'ils disposent du pouvoir absolu et de l'impunité institutionnelle. Cette affaire nous interroge également sur les silences de l'histoire officielle et les crimes qui demeurent cachés dans les archives non explorées. Combien d'autres Agnès Charlotte ont subi des sorts similaires sans que leurs souffrances soient jamais révélées?
Combien de réseaux de corruption similaires ont fonctionné dans l'ombre sans laisser de traces documentaires? La découverte fortuite de la correspondance de Joachim Roussel nous rappelle que l'histoire que nous connaissons n'est souvent que la version expurgée des événements réels. Derrière chaque château, chaque famille noble, chaque institution respectée de l'époque se cachaient peut-être des secrets aussi abominables que ceux révélés par cette affaire. Mais cette histoire nous enseigne aussi que la vérité historique, même la plus soigneusement dissimulée, peut ressurgir des archives oubliées pour éclairer les crimes du passé. Les documents cachés dans le presbytère de Saint-Remy témoignent de cette capacité de l'histoire à révéler ses secrets les plus noirs aux générations futures. L'affaire Montclair constitue donc un avertissement éternel sur les dangers de l'impunité et de la corruption institutionnelle. Elle nous rappelle que seule la vigilance citoyenne et la transparence des institutions peuvent prévenir la résurgence de telles monstruosités dans l'avenir. Agnès Charlotte, morte dans l'ignorance de sa véritable identité après des années de souffrance indicible, n'aura pas vécu ce calvaire en vain si son histoire peut servir d'avertissement contre les abus du pouvoir et l'instrumentalisation des institutions au service du crime. Cette histoire authentique vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que de telles machinations aient réellement pu exister sous l'Ancien Régime avec la complicité des plus hautes autorités? Cette correspondance découverte par hasard change-t-elle votre vision de cette époque? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire terrifiante. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets enfouis de l'histoire et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux vérités les plus sombres de notre passé. Car c'est seulement en connaissant toute la vérité sur notre histoire que nous pouvons espérer éviter la répétition de telles horreurs.